Nabil Antaki, bonjour. Bonjour. Vous allez témoigner pour nous aujourd'hui de ce qui se passe à Alep et en Syrie. Vous êtes brièvement de passage en Europe. Vous êtes syrien, d'origine syrienne, né là-bas, résident à Alep, où vous exercez la profession de médecin à l'hôpital Saint-Louis à Alep, dans la partie ouest, gérée par le régime syrien. Alors, le citoyen occidental lambda, avec ce qu'il sait ou ignore de la guerre en Syrie depuis 2011, peut se demander qu'est-ce qui est le pire, la violence du régime syrien ou les terroristes, les rebelles. Et cette vision antagoniste se reflète au sein des médias. D'un côté, on trouve l'affirmation selon laquelle le régime du président Bachar el-Assad tyrannise le peuple, et de l'autre, fréquemment, ceux qui soutiennent que les forces d'Assad défendent la population contre les groupes djihadistes armés. D'abord, je voudrais amener une précision. Vous avez dit à plusieurs reprises régime de Assad, armée de Assad. Et c'est une confusion que nous n'aimons pas en Syrie quand on lit dans tous les médias parler de l'aviation de Bachar, de l'armée de Bachar. En fait, il s'agit de l'armée syrienne, l'armée de l'État syrien. Et quand vous avez dit, je vis à Alep-Ouest, qui est sous le contrôle du régime, non, elle est sous le contrôle de l'État syrien. Et donc, les gens n'ont pas peur de l'armée syrienne, parce que c'est une armée qui défend la Syrie contre des groupes terroristes qui sont venus en Syrie instaurer l'État islamique. Et donc, il n'est pas question du tout que les gens aient peur de l'armée syrienne, parce que c'est l'armée syrienne, ce n'est pas l'armée du régime. Ce n'est pas une armée du régime, c'est l'armée syrienne. Au contraire, les gens sont très contents de l'armée syrienne. Pour vous donner un exemple, pour faire bref, il y a quelques mois, l'armée syrienne a lancé une offensive pour desserrer l'étau qui serrait Alep, parce qu'Alep est encerclé depuis 3 ans. Et alors, dans tous les médias occidentaux, on a parlé de l'armée syrienne resserre son étau sur Alep, alors qu'au contraire, elle est venue desserrer l'étau que nous ont imposé les terroristes depuis 3 ans. Donc, les gens n'ont pas peur de l'armée syrienne, ils ont peur des groupes terroristes. Et les échos que vous avez par la presse internationale, de ce que j'entends, ne reflètent pas véritablement ce que vous vivez sur place. Exactement, parce que les médias occidentaux ne racontent que ce qui se passe dans Alep-Est. En fait, Alep a été divisé en deux en juillet 2012. Il y a le quart d'Alep qui représente le quart de la superficie, 300 000 habitants, qui y habitent dans des zones qui sont contrôlées par les terroristes. Et le trois quarts d'Alep, donc la majeure partie d'Alep, qui représente 1,5 million de personnes, vivent sous le contrôle de l'État syrien. Et donc, quand on entend dans les médias les informations sur ce qui se passe à Alep, c'est toujours ce qui se passe à Alep-Est. Quand nous lançons un cri d'alarme, sauvez Alep, on parle d'Alep en général, et puis notre appel est détourné pour dire sauvez Alep-Est. Quand on a dit que le dernier pédiatre a été tué, mais c'est pas vrai, c'est le dernier pédiatre d'Alep n'a pas été tué, parce qu'à Alep-Ouest, il y a encore une centaine de pédiatres. C'est peut-être le dernier pédiatre qui a été tué de l'autre côté, je n'en sais rien, je n'ai aucune information. Oui. Mais ce que je sais, c'est que les habitants de quartier Est qui vivent sous le contrôle des terroristes, c'est des Alepins comme nous. Mais le hasard a fait qu'ils vivaient dans des quartiers qui ont été envahis par les terroristes et ils sont restés. Et ils n'ont pas fui au moment où ils auraient encore pu changer de... Dès le début, il y a un demi-million de personnes qui ont fui, qui sont déplacées vers Alep-Ouest parce qu'ils avaient peur des terroristes. Mais il y a des gens, des vieux, des gens qui avaient peur de quitter, qui n'avaient pas les moyens de quitter parce qu'il faut de l'argent, qui avaient peur de perdre ce qu'ils avaient amassé pendant toute leur vie, leur petit appartement, leur télévision, et puis ils se disent, si on quitte, on va tout perdre. Et donc ils sont restés parce qu'ils ne voulaient pas quitter, pas par idéologie, mais parce que matériellement, ils voulaient rester chez eux. Que fuient les migrants, les 12 millions de migrants et les Syriens qui cherchent refuge? En effet, il y a la moitié de la population syrienne qui ne vit plus chez elle. La Syrie est un pays de 23 millions, il y a à peu près 12 millions qui ne vivent plus chez eux. Il y a 3,5 millions qui sont des réfugiés dans les pays limitrophes, sous les tentes en Turquie, en Jordanie et au Liban. Et il y a 8 millions de déplacés internes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas quitté la Syrie mais qui n'habitent plus chez elle. Et ça, c'est très grave. Ces gens-là ont besoin d'être aidés autant que les réfugiés qui sont dans les pays limitrophes, alors que les agents des Nations Unies aident surtout principalement les gens qui vivent sous les tentes à l'extérieur de la Syrie. Et que soit les réfugiés ou les déplacés, ce n'est pas des gens qui fuient les exactions, comme on dit, du régime de Bachar, ce n'est pas des gens qui fuient l'armée de Bachar.
c'est des gens qui ne fuient ni l'armée de Bachar, ni l'armée syrienne, ni les exactions, entre guillemets, hypothétiques de l'État syrien. C'est des gens, soit qui fuient les combats, parce qu'ils sont dans des zones de combat, ou qui fuient la misère. Parce que la majorité de la population syrienne vit maintenant en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 80% de la population d'Alep qui survit grâce à des paniers alimentaires que leur fournissent les ONG. Et donc, les gens sont appauvris. Les gens qui avaient quelques économies les ont perdues, les ont dépensées. Et ceux qui avaient un boulot l'ont perdu. Ceux qui avaient un bien, un atelier, une usine ou un magasin, ils ont tout perdu. Et donc, les gens sont appauvris. Donc, les gens fuient la misère, ils fuient les zones de combat. Et puis, pour beaucoup, ils pensent à l'avenir de leurs enfants, parce qu'ils disent, on a tenu le bon pendant 1, 2, 3, 4 ans, mais là, la guerre dure 5 ans, on ne voit pas le bout du tunnel, et donc on veut assurer quand même un certain avenir à nos enfants. Donc on prend la fuite, on va s'installer ailleurs pour redémarrer dans une autre nouvelle vie. Et donc comment est-ce que vous et la population syrienne a ressenti les sanctions et l'embargo économique qui a été mis en place par les États occidentaux dès le début de la guerre Nous sommes révoltés par ces sanctions et cet embargo, parce que les sanctions et l'embargo ont été votés pas contre le régime, pas contre les 100 personnalités du régime, mais ils ont été votés contre la Syrie et tous les Syriens. Oui. Tous les Syriens. C'est-à-dire moi, personne X qui vit en Syrie, je n'ai pas le droit de faire la moindre transaction financière. Si je veux envoyer 1000 dollars à mes enfants, je ne peux pas le faire, aucune transaction, et je ne peux rien importer ni exporter. Et ça, c'est grave. Moi, je suis médecin. Je voulais remplacer une pièce d'un appareil médical qui, d'habitude, prendrait une semaine. J'ai mis 1 an et demi à avoir la pièce parce que l'agent ne pouvait pas l'importer du Japon, d'une compagnie qui était une multinationale. Et donc, ça a pénalisé les Syriens, alors qu'au bout de quelques mois, l'Union européenne a levé les sanctions et l'embargo pour les transactions et l'importation dans les zones qui sont sous le contrôle des terroristes. Donc il n'y a que les Syriens qui habitent dans les zones qui sont sous le contrôle de l'État syrien qui ne peuvent rien faire. Et ça n'a pas pénalisé le régime comme il pensait le faire, ça a pénalisé les citoyens syriens. Vous-même, vous êtes chrétien d'Orient. Est-ce que, à ceux qui diraient que vous ne pouvez pas être objectif ou qui vous poseraient la question de votre objectivité, que répondez-vous? Donc moi, quand je parle, c'est pas que je parle au nom d'Antaki, le chrétien, je parle en tant qu'Antaki, le Syrien, qui voit son pays détruit et qui voit les exactions et les souffrances qui se passent. Et donc, il ne s'agit pas d'affaires de chrétiens ou de musulmans. La Syrie est une mosaïque d'ethnies et de religions. Il y a rien que pour le christianisme, il y a 11 églises chrétiennes et il y a autant de confessions musulmanes. Et donc, il ne s'agit pas que le régime protège les minorités et donc les minorités sont avec le régime. Le régime est laïque, il protège tout le monde. Donc, minorité, majorité, tout le monde est était respecté en Syrie parce que c'est un régime laïque. Et ce qu'on veut nous instaurer, c'est un État islamique qui ne respecte absolument pas les minorités. Et donc les chrétiens, s'ils sont pour le régime ou pour l'État syrien, c'est parce qu'ils sont clairvoyants, ils ont senti dès le début qu'à choisir entre un État laïque et un État islamiste, bien sûr qu'ils veulent un État laïque. Le président actuel est très populaire. Je ne suis pas un fan du président, hein, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas un fan du président actuel. Moi, je défends la Syrie, je ne défends pas le président ou un régime ou un parti. Mais je sais, je le vois, je suis objectif. Le président actuel a une très grande popularité. Et moi, personnellement, je pense que si demain il y a des élections libres sous contrôle international, avec le droit de vote de tous les Syriens, même ceux qui sont dehors, qui ont pris la fuite, le président actuel sera réélu. C'est ça ce que n'ont pas compris les Occidentaux. Ils pensaient qu'il allait tomber au bout d'une semaine, alors qu'il avait une très grande popularité, et il l'a toujours, et une très grande assise populaire. C'est pas parce qu'il défend les minorités, comme on le dit ici dans les médias, c'est parce qu'il défendait la Syrie. Bon, c'était pas que les chrétiens, qu'est-ce qu'on représente les chrétiens? 8%. Alors quand ils disent, ah, il a une bonne popularité parce que les chrétiens, il protège les chrétiens, et donc les chrétiens sont avec lui. Qu'on soit avec lui ou contre lui, ça ne va rien changer. Nous ne sommes que 8%. Et les chrétiens n'ont pas de milice, n'ont pas d'armes. Donc c'est de la blague, ça. Les chrétiens sont avec lui, contre lui. Non, non, c'est un type qui est populaire auprès de tous les groupes de la société, toutes les couches de la société. Et donc, si on veut que la guerre s'arrête, il faut arrêter de dire condition préalable départ de Assad. Non, il faut négocier avec lui, arriver à un pouvoir transitoire, faire des élections libres et puis
ainsi s'instaurerait la démocratie. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que là on revient un petit peu, et la boucle sera bouclée au point de départ, les causes de la guerre. Donc vous parlez de la grande popularité du président Bachar el-Assad. Était-ce le cas donc en 2011, lorsque Oui. le pays est devenu une poudrière? Mais justement, quand les troubles ont commencé, il y avait des manifestations anti-Bachar qui groupaient 10 000, 15 000, 20 000. Et puis alors ces manifestations étaient filmées et montrées aux télé occidentales avec une exagération. On disait 100 000, 200 000. Et en contrepartie, il y avait des manifestations spontanées à Damas, à Alep, dans les grandes villes, de 1 million de personnes pro-Bachar. Et personne ne filmait, enfin du moins personne ne diffusait dans les médias occidentaux, alors que c'était des manifestations spontanées de millions. De millions, on n'en parlait pas. Par contre, les manifestations de 10 000 contre Bachar, on en parlait en exagérant. Donc, enfin, il y a toujours beaucoup de désinformation, beaucoup de partis pris, beaucoup de subjectivité, beaucoup de partialité dans les médias. Mais je pense, dès le début, Bachar était populaire et il l'est toujours. Et il était d'autant plus populaire que dans les dernières années avant la guerre, il avait beaucoup libéralisé et la politique et l'économie. Et donc les gens étaient heureux, ils savaient qu'il manquait encore beaucoup de choses, que le régime n'était pas parfait. Mais personne ne voulait de guerre, ils voulaient des réformes. Même les plus farouches ennemis du régime ne voulaient pas de guerre. Et surtout pas de cette guerre-là. Ils voulaient des réformes, ils voulaient plus de démocratie. Mais personne ne veut tuer la Syrie parce qu'ils voulaient l'améliorer. Il y a deux coalitions étrangères à l'œuvre sur le terrain. Quelle est leur efficacité, selon vous, qui êtes sur place? Ben, moi, je pense que cette affaire de coalition internationale occidentale ne tient pas, parce qu'on ne peut pas être des deux côtés à la fois. Quand il y a une coalition entre les États-Unis, les pays européens et certains pays du Golfe et la Turquie, et qu'on sait qu'en même temps la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar financent les djihadistes, financent Daesh, financent Al-Nusra, alors d'une part on veut les combattre, d'autre part on veut les aider. Et ça c'est complètement aberrant. D'autre part, il y a des Kurdes en Syrie et les Kurdes ont pris aussi les armes pour lutter contre Daesh. Alors donc les États-Unis ont trouvé dans les Kurdes leurs alliés pour lutter contre Daesh. Mais par contre, les Turcs ne veulent absolument pas que les Kurdes aient les armes. Donc ils les combattent. Donc il y a deux pays alliés, les États-Unis et la Turquie, qui l'un est allié aux Kurdes et l'autre au contraire est l'ennemi des Kurdes. Donc ça ne tient pas debout. Il y a trop de contradictions dans cette affaire de coalition occidentale et c'est pour cela que ça ne mène à rien. Avant que la Russie ne décide des frappes aériennes, ben, les frappes de la coalition internationale, c'était des frappes cosmétiques. C'est-à-dire on faisait un communiqué comme quoi on a fait une centaine de frappes qui n'atteignaient personne, les bombes tombaient dans le désert et puis c'était tout. Et ce n'est que ça a été efficace que depuis que les Russes ont intervenu. Donc nous pensons que l'intervention russe a été très bénéfique et d'ailleurs elle a le soutien du peuple syrien, quoique ça ne fait pas l'affaire des Occidentaux parce que les Occidentaux accusent la Russie de frapper non seulement les groupes terroristes mais aussi les groupes modérés. Et à chaque fois que les Russes ont du succès avec leur bombardement aérien contre l'État islamique, tous les Occidentaux, pour freiner les Russes, parce qu'ils ne veulent pas, disent « Ah, mais vous êtes en train de bombarder les groupes non terroristes, vous êtes en train de donner un coup de main à Bachar, vous ne tapez pas à Daesh », ce qui n'est pas vrai. Mais quand ce n'est pas dans leur intérêt, alors ils poussent les hauts cris. Alors quand eux bombardent, c'est très bien. Quand les Russes veulent bombarder, alors non, 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 vous faites mal les choses. La Syrie est sous l'objectif des médias. Comment considérez-vous que les médias occidentaux répercutent la réalité? Non, les médias occidentaux ne sont pas objectifs. Ils ont un parti pris. Ils sont contre l'État syrien. Ils sont pour les rebelles terroristes. Et donc, la population syrienne n'est pas satisfaite de la façon dont ils rapportent les événements en Syrie. Nous ne leur demandons pas d'être pro-régime ou anti-régime. Tout simplement, on veut qu'ils soient objectifs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire qu'on n'a peut-être pas abordé ou qui vous tient à cœur? Non, je veux dire seulement aux Occidentaux, soyez plus objectifs, informez-vous, ne vous résignez pas, n'acceptez pas la désinformation et faites pression sur vos gouvernants
parce que la Syrie était un pays libre et veut redevenir libre et prospère et démocrate. Et la guerre nous a détruits, on en a assez, on veut en terminer.